Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. En cherchant à se reconstruire, donc, ils ont dit que donc, maintenant, on va essayer d'aller chercher les ressources dont on a besoin là où elles se trouvent. Donc c'est ainsi qu'on a essayé de voir le monde à un seul espace. Ce qui a amené donc ce concept de système monde. Donc c'est le processus par lequel donc, le monde apparaît comme un espace unique. En d'autres termes, donc, le monde est devenu un système. Donc, comme on a dit, donc, un système, c'est un ensemble donc, qui sont reliés. Et dès l'instant qu'ils coexistent, donc, il y a des interdépendances, il y a des interrelations. Donc, on avait dit que donc, ce système peut être fermé. Donc, quand le système n'a aucun lien avec son environnement, on parle d'un système qui est fermé. Le système aussi pouvait être ouvert, c'est-à-dire quand le système a des relations avec son environnement. Et en fait aussi, le système pouvait être autonome. C'est-à-dire que quand le système a des liens avec son environnement et il peut maîtriser les effets de son environnement, on parle d'un système qui est autonome. Donc, ce système aujourd'hui, comme on a dit, est né de ce qu'on appelle l'économie de marché. Donc, c'est l'économie de marché. Donc, ce sont les capitalistes donc, avec une théorie libérale, donc de libre échangisme, donc qui a donné naissance à ces systèmes mondiaux. Surtout donc, depuis qu'on a mis donc, ce qu'on appelle donc l'accord général des tarifs et sur les tarifs et le commerce, donc en 1947. Et aussi la mise en place aussi de l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Donc voilà donc ce qui ont amené, poussé, impulsé donc le système mondial. Et ainsi donc le système mondial se traduit en 3 étapes. Donc, on avait donc il y a d'abord une internationalisation, c'est-à-dire donc la multiplication des échanges internationaux. Il y a aussi ce qu'on appelle la transnationalisation, donc avec la naissance des firmes multinationales, la délocalisation des entreprises. Et en fait, il y a la globalisation. Donc, c'est-à-dire donc ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde, dans un village planétaire, avec l'avènement de l'Internet. Donc, quand on a vu ça, donc, on s'est rendu compte que maintenant, il y a eu des interdépendances. Il y a eu des flux massifs, aussi bien de capitaux, de marchandises, donc, que des personnes. C'est ce qui traduit l'interdépendance. Donc, ce sont ces transactions-là aujourd'hui qui traduisent, montrent, qui prouvent qu'il y a interdépendance. Nous vivons dans un monde interdépendant. Chacun a besoin de l'autre. Surtout que donc, les produits, en général, donc, les produits de consommation donc, ne sont pas produits dans les mêmes lieux. Donc, là où on fabrique ces produits ne sont pas les mêmes lieux là où on les consomme. Donc, c'est ce qui a amené donc, cette interdépendance des échanges. Okay. Donc, on a dit donc ces échanges ont été favorisés par plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé ces échanges, qui ont favorisé ces interdépendances. Et aussi, ces échanges sont impulsés par plusieurs acteurs. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir quels sont les facteurs qui ont favorisé cette interdépendance-là, en d'autres termes, système monde, et quels sont les acteurs de ce système monde. Et en fait, aussi, comme tout système, le système monde a ses limites, a ses inconvénients. Donc, on va aussi essayer de voir quels sont les inconvénients de ce système. Les flux d'information. Oui. Je l'ai dit aujourd'hui, donc, le monde interdépendance, c'est d'abord donc, on constate de plus en plus il y a des flux de marchandises d'abord. Les flux de marchandises parce que c'est une économie de marché. Donc d'abord les marchés sont les marchandises. Et dans ces marchandises, il y a ce qu'on appelle les matières premières et il y a ce qu'on appelle les produits manufacturés. Mondialisation, ce qu'on globalisation. se rend compte aujourd'hui, c'est que les produits manufacturés ont pris le dessus sur les matières premières. Parce que ce sont les produits manufacturés qui ont une plus-value, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, le commerce mondial, plus de 70% des marchandises qui circulent, ce sont des produits manufacturés. Donc on note une baisse notoire des matières premières, des énergies et des produits agricoles. On constate le baisse sur le marché international. Mais
Ce qui circule le plus sur le marché international, donc sont des produits manufacturés, c'est-à-dire des produits qui sont sortis du sud, ce qu'on appelle des produits manufacturés. Donc, à part ces produits manufacturés, l'autre fruit qui circule le plus sont les fruits de capitaux. Donc, l'argent, quand on parle de capitaux, on parle d'emprunt, on dit dette, donc on dit place, système de placement. Donc, avec les bourses de valeur, donc ils favorisent une circulation plus rapide des capitaux. Et il n'y a plus de contraintes. Ni la distance ni le temps ne sont plus une contrainte pour cette circulation-là. Et enfin aussi, il y a une circulation massive de l'information. Et aujourd'hui, donc, le monde est fait de telle sorte que celui qui contrôle l'information, pratiquement qui contrôle le. C'est pourquoi tous les grands pays maintenant cherchent à contrôler l'information. C'est à travers l'information qu'ils vulgarisent leur mode de vie, leur mode de pensée, leur système économique. Donc, l'information, c'est à travers la radio, la télé, l'internet, la publicité, les films. Donc, tout ça, ce sont des supports d'information. Et les pays développés aujourd'hui cherchent à maîtriser cette information-là. Donc, l'information, on peut le voir dans plusieurs sens. Ce n'est pas simplement ce que vous entendez à la radio ou à la télé. Donc, la publicité, c'est une information. Les films que vous voyez, les nouvelles séries, tout ça sont des informations. Parce que les États cherchent à vulgariser leur mode de vie, leur mode de pensée, leur mode de consommation. Tout ça sont des flux d'informations qui circulent aujourd'hui. Donc, tous ces flux-là qui circulent aujourd'hui, il y avait des facteurs qui l'ont favorisé et il y a des acteurs qui les impulsent. Parmi les facteurs qui l'ont favorisé aujourd'hui, cette interdépendance, en d'autres termes, cette mondialisation, on va retenir deux facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est la contraction de l'espace. Donc, la notion d'espace pratiquement disparaît aujourd'hui. Donc, premier facteur, donc, la contraction de l'espace. Et le deuxième facteur, donc, c'est le libre-échange. Donc, le libéralisme. Donc, voilà donc les deux principaux facteurs aujourd'hui qui ont favorisé cette mondialisation. Donc, la contraction de l'espace et le développement du libéralisme. Donc, quand on parle de contraction de l'espace, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Donc, l'accélération des progrès techniques. Donc, ce sont les progrès techniques donc, qui ont révolutionné tous les moyens de transport. Aujourd'hui, on note une révolution dans tous les moyens de transport grâce aux progrès techniques et technologiques. Aujourd'hui, ce qu'on constate le plus aussi, la majeure partie des échanges mondiaux, le commerce se fait par la voie maritime. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on note dans le domaine des transports maritimes la course au gigantisme, ce qu'on appelle au gigantisme des navires. Donc, ce qu'on appelle les gros porteurs, donc les grands navires, avec la containerisation du commerce international. Donc, et aujourd'hui, tous les pays aujourd'hui essayent aussi de s'adapter par rapport à ce nouveau système de commerce. En mettant en place des ports qui sont adaptés, capables à accueillir ces gros porteurs. Donc, si vous voyez à Amsterdam, Singapour, donc tous ces pays-là ont révolutionné le système de transport en mettant un investissement dans les ports. Donc, en mettant en place ce qu'on appelle aujourd'hui pratiquement des ports multimodaux. Donc, ils sont capables d'accueillir ces gros porteurs et aussi d'accueillir ces conteneurs. Donc, dans le domaine du transport maritime, on a vu cette révolution avec le gigantisme des navires, les gros porteurs, donc qui transportent la majeure partie du commerce international. À part la voie maritime aussi, il y a la voie ferrée. On voit aussi là-bas qu'il y a une nette amélioration avec l'électrification des réseaux ferroviaires. Donc, et surtout aussi avec l'apparition des TGV, des trains à grande vitesse. Donc, qui peuvent relier des pays en l'espace de moins de temps. Donc, ces TGV, ils ont une vitesse de 500 à 600 km par heure. Et ils ont leur propre route. Donc, voilà donc l'espace, le temps aboli. Donc, dans le domaine routier aussi, on voit aussi la généralisation des véhicules. Aujourd'hui, pratiquement tout un chacun a un véhicule. Et aussi, on a révolutionné aussi le transport avec les corridors routiers qu'on a mis en place donc, pour relier des villes et pour relier des pays. Et aussi avec l'émergence des autoroutes. Donc, tout ça aussi participe à développer les flux, les échanges. Donc, de même aussi dans le domaine de l'aviation aussi. On voit aussi les gros porteurs aussi dans le domaine de l'aviation.
comme les Airbus A380 ou bien le Boeing 747. Donc ce sont des gros porteurs donc, qui peuvent transporter donc, des conteneurs. Donc tout ça aussi, voilà, donc cette révolution technologique donc, a favorisé aussi cela. Donc, et ainsi donc, ça a eu un impact sur les licences, ça a beaucoup plus facilité que les échanges. Donc ainsi donc, toutes les victoires participent à la victoire de l'homme sur la distance. L'homme a pris le dessus sur la distance et sur le temps. Donc c'est pourquoi on a donc ce développement donc, des échanges. Donc, premier facteur donc, comme je dis donc, cette contraction de l'espace. Et cette contraction de l'espace donc est venue de la révolution technologique donc, qui ont mis en place donc, des systèmes de transport nouveaux. Et à part ça, donc, il y a aussi le développement du libéralisme. Quand on parle de libéralisme, c'est le libre échange. Et ce développement-là, le libéralisme est venu avec le système capitaliste. Ce sont les capitalistes qui ont imposé aux États le libéralisme. Donc, avec le système capitaliste, ce qu'ils ont dit, dans le domaine de la production des biens et richesses, l'État doit se retirer et laisser la production de richesses et des biens aux entreprises privées. C'est pourquoi eux, leur théorie est claire. Ils disent moins d'État, mieux d'État. Donc l'État ne doit pas intervenir dans le système économique. Il doit laisser ça au privé. Maintenant, quel rôle va jouer l'État dans ce système-là? L'État va essayer de réguler le système en mettant en place les conditions nécessaires pour que les investisseurs viennent investir dans mon pays. Et aussi en se focalisant sur ces fonctions régaliennes. On a vu qu'ils disent que l'État doit se focaliser uniquement sur ces fonctions régaliennes. Quand on parle de fonctions régaliennes, c'est-à-dire une fonction qu'un privé ne peut pas faire pour l'État. C'est ça qu'on appelle une fonction régalienne de l'État. C'est-à-dire la police, la gendarmerie. Donc ça, un État ne peut pas donner son armée ou bien sa police ou bien sa gendarmerie à une entreprise privée. Donc c'est ça qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Donc l'État gère ces fonctions régaliennes. Donc la diplomatie, donc tout ça, c'est l'État. Et mettre en place les conditions nécessaires donc, pour que les investisseurs privés viennent investir. Et ils se limitent à cela. Maintenant, la production, vente, consommation, ils laissent tout ça au privé. C'est ça qu'on appelle le libéralisme. Donc la libération, donc la concurrence entre les différents acteurs privés. Et ainsi, c'est ce libéralisme maintenant qui a favorisé maintenant l'émergence ou bien l'essor des firmes multinationales. Donc avec le système de localisation, ces firmes maintenant s'implantent dans n'importe quel pays, à condition que l'État leur garantisse donc, ces conditions-là de production. Donc aussi, la circulation des capitaux aussi est favorisée aussi par des supports fiscaux. Aujourd'hui, on a mis en place des supports fiscaux qu'on appelle des bourses de valeur. Donc, toute l'économie mondiale donc, se passe au niveau de ces bourses de valeur. Et les plus grandes bourses de valeur se trouvent entre New York, Londres, Paris, Tokyo. Donc, les plus grandes bourses de valeur. Donc, les bourses de valeur, c'est en général une sorte de marché. Donc, c'est un marché donc, où on vend, on achète tout. Donc, ce sont les marchés qu'on a mis en place. Et ces bourses de valeur ont favorisé donc, les transactions financières plus rapides et moins contraignantes. Tu n'as plus besoin de se déplacer pour acheter ou pour vendre. Donc, tu peux rester sur place, acheter aux États-Unis ou vendre aux États-Unis, alors que tu es ici sur place. Donc, ce sont des marchés financiers. Donc, voilà. Donc, voilà donc, les facteurs donc, un peu qui ont favorisé donc, aujourd'hui ce développement du système mondial. Donc, cette contraction de l'espace et cette nouvelle idéologie donc, de libéralisme donc, qui ont favorisé aujourd'hui donc, cette multiplication des échanges et le développement de ce nouveau système donc, qu'on appelle système mondial. Donc, à part les facteurs donc, on a dit aussi qu'il y a des acteurs qui impulsent ces échanges-là. Il y a des acteurs qui les impulsent. Et parmi les acteurs, donc, on va en citer aussi 3. D'abord, il y a les firmes multinationales qui sont les premiers acteurs des firmes multinationales. Il y a aussi les organisations internationales et enfin, il y a les États. Voilà les 3 principaux acteurs de ce système mondial. Donc, les firmes multinationales, donc, les organisations internationales et l'État.
Oui. Donc, les films de renaissance sont des acteurs. Ils sont des acteurs. Voilà. Les facteurs, c'est la contraction de l'espace. Donc, la contraction de l'espace et le libéralisme. C'est le libéralisme qui a amené la naissance de ces films multinationales-là. Oui. Non, le développement des marchés de l'espace. Des marchés Le virtuels. libéralisme, le libre-échange. Acteur de 3 000 C'est ce que je dis tout à l'heure. Toutes ces bourses de valeur sont des marchés virtuels. C'est pourquoi tu peux rester ici, acheter des actions aux États-Unis. Tu peux rester ici, acheter des marchandises aux États-Unis. Il suffit de se connecter à la bourse de valeur. Donc, tous les prix des matières premières sont à l'instant T, vous pouvez le voir. Le prix du baril du pétrole coûte tant, le prix de l'essence coûte tant. Donc, toutes les matières premières, le prix est fixé sur les bourses de valeur. Donc, ce sont des marchés virtuels. Bourse valeur, mais fixé prix. Valeur, et fixé prix. Donc, le premier des acteurs, comme on peut le voir là, ce sont les firmes multinationales. Bourse de valeur, il fixé prix. Le système mondial. Donc, Là, même il y a aussi ce sont des firmes qui sont établies géographiquement, elles sont puissantes et elles sont riches. Quelquefois, on peut voir une firme multinationale qui est plus riche qu'un petit État. Il y a beaucoup d'États africains, les firmes multinationales sont plus riches que l'État même. Donc, pour vous montrer leur puissance. Par exemple, si nous prenons une firme multinationale comme ExxonMobil, c'est une firme multinationale. Donc, ExxonMobil aujourd'hui dispose de 45 raffineries dans 25 pays du monde. Donc, si vous voulez, dans 25 pays du monde, Exxon a une raffinerie là-bas. Et aujourd'hui, dans 100 pays du monde, ExxonMobil a une station de service. Vous trouvez au moins une station de service dans 100 pays du monde. Alors que le monde ne fait moins de 200 pays. Donc, pratiquement, ils sont pratiquement sur la moitié de la planète. Ils sont partout implantés. Donc, ça, c'est sur la marque Exxon, soit c'est sur la marque Esso, soit c'est sur la marque Mobil. Donc, tout ça sont des entreprises ExxonMobil. Donc, voilà, aujourd'hui, ces firmes nationales, ils voient le monde comme un marché unique. Le monde n'est rien d'autre qu'un marché unique. Où ils produisent, ils achètent et ils vendent. Selon les avantages qu'on leur offre. Tout dépend des avantages qu'on leur offre. Donc, la majeure partie, leur avantage, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que là où je vais m'implanter, il y a la stabilité? Il y a la stabilité. C'est un pays qui n'a pas de guerre, c'est un pays où il n'y a pas la dictature, il y a la démocratie, il y a donc la stabilité. Du point de vue fiscalité, qu'est-ce que l'État va faire? Donc, ils vont essayer de négocier la réduction des fiscalités pour payer moins d'impôts, pour payer moins de taxes. Et en fait, est-ce que la matière première est disponible? Et est-ce qu'il y a une main-d'œuvre abondante et à bon marché? Voilà que, en général, les firmes multinationales, ce qu'ils cherchent pour investir. Donc, la stabilité d'abord, la matière première, est-ce qu'elle est là-bas? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que aussi la fiscalité est à moindre coût? Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée et à bon marché? Et ainsi, ils produisent, ils viennent, ils s'installent, ils produisent et ils vont avoir beaucoup plus de bénéfices. Voilà ce que je cherche. Ce qu'on appelle les avantages comparatifs des firmes multinationales. Voilà les avantages qu'ils cherchent. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à beaucoup de délocalisation d'entreprises. Donc, pratiquement toutes les firmes multinationales ont délocalisé leurs entreprises dans les pays du Sud. Parce que là-bas, il y a la matière première, il y a la main-d'œuvre. Donc, les États font tout pour attirer ces firmes dans leur pays, pour au moins permettre à leur jeunesse d'avoir de l'emploi. Parce que les États du Sud ne sont pas capables de donner de l'emploi à leur jeunesse. Et ces firmes assurent à elles seules le tiers du commerce mondial. Donc, le tiers du commerce mondial aujourd'hui est assuré par ces firmes multinationales. Donc, à part ces firmes, on a dit d'autres acteurs, donc, sont les organisations internationales. Donc, les organisations internationales aussi ont beaucoup favorisé la naissance de ce système mondial. Et surtout la formation d'espaces de
libre-échange. Ce sont ces organisations internationales qui l'ont mobilisé. Donc à l'échelle mondiale, donc, on peut citer une organisation comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, donc, qui a été mise en place depuis 1995. Et c'est cette organisation aujourd'hui qui est chargée de réguler le commerce mondial. Comment doit se faire? Donc les tarifs douanières, les taxes, donc tout ça, la réduction des taxes, tout ça est géré par l'Organisation mondiale du commerce. Et qui gère aussi des conflits entre les différents conflits entre ces firmes multinationales. Donc l'OMC a beaucoup joué sur le libre-échange aussi, et aussi quand on a mis aussi l'accord général sur les tarifs et le commerce en 1947. Donc à part l'OMC aussi, il y a d'autres organisations qui sont des organisations sous-régionales et qui ont aussi favorisé le libre-échange, la libre circulation des personnes, des capitaux et des biens. Donc parmi ces organisations sous-régionales, si vous allez en Europe aujourd'hui, on a l'Union européenne, donc qui réunit aujourd'hui 27 pays d'Europe avec une monnaie unique. Donc chaque citoyen, ils ont créé ce qu'on appelle l'espace Schengen. Donc les citoyens sont libres de circuler librement entre les pays d'Europe, entre ces 27 pays européens. Il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de... Voilà. Donc c'est la libre circulation. Et les capitaux et les biens aussi circulent librement. Donc si vous allez en Europe, on a l'Union européenne. Si vous allez aux États-Unis aussi, on a une organisation comme ça, qu'on appelle ALENA, Accord de libre-échange nord-américain. Donc entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ils ont mis en place aussi une telle organisation. Donc pour assurer aussi ce libre-échange. Si vous venez ici en Afrique, dans notre zone, on a le MOA. C'est la même chose. Le MOA, la CEDEAO, c'est la même chose. C'est la libre circulation des personnes. Si vous allez en Asie, on a l'ASEAN. Donc il réunit aussi les États d'Asie du Sud-Est. Si vous allez aussi en Amérique latine, on a ce qu'on appelle le Mercosur. Voilà. Donc tout ça sont des organisations sous-régionales qui favorisent le libre-échange, qui favorisent la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Donc eux aussi sont des acteurs de ce système monde-là. Donc à part ces organisations aussi, il y a d'autres organisations comme la Banque mondiale, comme le FMI. Eux aussi, ces organisations aussi ont joué un rôle prépondérant, sont des acteurs de cette mondialisation. Parce que ce sont elles, soit la Banque mondiale, soit le FMI, qui injectent l'argent dans l'économie mondiale. Ce sont eux qui prêtent aux États, qui empruntent, qui donnent de l'argent aux États, à ces firmes multinationales-là, qui régulent la dette aussi des États à travers des politiques d'ajustement structurel. Donc eux aussi du moins, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international aussi, ce sont des acteurs de cette mondialisation. Enfin, donc, le dernier acteur, c'est les États. Oui. Les ONG, ça dépend. Parce qu'en général, ici, quand on parle de système monde, c'est pratiquement sur le système économique. Mais les ONG, la majeure partie des ONG ne sont pas à but économique. Le rôle, ce n'est pas l'économie, c'est plutôt le social. Donc, parallèlement, mais on peut les créer de manière parallèle à ces organisations-là. Mais eux, ils ont un objectif beaucoup plus social qu'économique. Donc, le dernier des acteurs, donc je le dis, donc, sont les États. Malgré que l'État a sorti sa main sur l'économie mondiale, donc, en laissant ça aux acteurs privés, mais l'État joue toujours un rôle dans ce système monde. En quoi faisant? En garantissant la stabilité sociale et économique de son territoire. Donc, je l'ai dit tantôt, donc, ces firmes-là n'investissent pas là où il y a la guerre. Ils ne vont pas investir là où il y a des tensions sociales. Donc, l'État, son rôle ici, donc, c'est maintenant d'essayer de mettre en place, de garantir la stabilité économique et sociale de son territoire. Pour qu'il n'y ait pas de guerre, il n'y a pas de tension, il y a la démocratie. Ce n'est pas un État où il y a la dictature. Donc voilà où l'État va jouer pour attirer ces investissements, privés. Est-ce qu'il gagne? Mais en retour, l'État va gagner. Donc, si une firme internationale vient s'implanter dans ton pays, donc c'est une firme, c'est une entreprise, forcément donc, il va créer de l'emploi. Donc, nos États, je dis, la plupart des États de Sud, ils n'ont que la matière première.
Et ces États, la majeure partie aussi, c'est où la population est très juvénile. L'État n'a pas les moyens de trouver de l'emploi à toutes ces jeunesses-là. Maintenant, si les gens viennent investir, c'est une aubaine. Donc, les jeunes vont travailler dans ces entreprises-là. Donc, c'est une création d'emplois. Donc, de la richesse va être créée dans son pays. L'État va tirer aussi des taxes de cette entreprise, parce que ces entreprises, quand ils vont payer des taxes annuelles à l'État. Non seulement ils payent des taxes, il va entrer dans les caisses de l'État, mais aussi ils vont assurer, attirer donc la jeunesse, donc de trouver de l'emploi. Donc c'est un avantage pour ces États-là. Oui, donc c'est un avantage, c'est un partenariat gagnant. Voilà. L'État y gagne, mais aussi les firmes aussi y gagnent. Parce que ces firmes-là, quand elles restent dans le pays, une entreprise américaine qui reste en Amérique, il nous produit. Donc, ce qu'il va payer à l'Américain est 1000 fois plus cher que ce qu'il va payer à un Mexicain. Par exemple, toutes les entreprises américaines qui ont été localisées au Mexique. Donc, si c'était un Américain qui travaille pour toi, pratiquement le salaire que tu payes, un Américain, tu peux payer 5 ou 10 Mexicains pour le même salaire. Et il va te fournir le même travail. Donc, les taxes que tu payes aux États-Unis, si vous êtes au Mexique, on va réduire ces taxes-là. Donc, il y a les firmes internationales, ils gagnent beaucoup plus que les États. Ils gagnent beaucoup plus que les États. Ils vont avoir beaucoup plus de bénéfices. Oui. C'est un Sénégalais. Oui. Ça aussi, c'est une autre chose. Ça, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Et ainsi de suite. En général, le monde fonctionne comme ça. En général, le monde fonctionne comme ça. Donc, c'est pas légal, c'est pas normal. Mais il faut l'accepter quelquefois. Le Chinois, il vient, il crée son entreprise. Voilà. Peut-être c'est moi qui a déboussé cela pour que le Chinois ou l'Asiatique vienne ici, au Sénégal. Il propose de donner un salaire, pratiquement peut-être 2000 francs l'heure. Moi, qui suis intermédiaire, je viens, je vous dis, il paye 1000 francs l'heure, je garde les 1000 francs. C'est illégal, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche le système. Voilà. Mais, je te dis, qu'est-ce qu'on y peut? On ne fait que constater. Le constat est là. Ce n'est pas juste. Mais le système fonctionne. Le système fonctionne ainsi. Comme disait l'autre, il faut savoir s'adapter ou disparaître. Soit on s'adapte, soit on disparaît. Il faut savoir Mais ça marche s'adapter. le monde. Voilà. Et ça nous permet maintenant de parler des limites de la mondialisation. Donc aujourd'hui, malgré cette interdépendance que cela a créé, mais cette mondialisation a créé beaucoup plus de problèmes qu'elle en a résolu. Oui. Le sous-développement des pays africains. Oui, effectivement. Donc, on va en parler dans les limites de la mondialisation. Donc, les inconvénients de la mondialisation. Donc, parmi ces limites, aujourd'hui, on voit que cette mondialisation a certes créé la solidarité dans le monde. C'est une économie de marché qui a créé certes la solidarité. Quand on parle de solidarité, parce qu'il y a interdépendance, donc on peut parler de solidarité. Mais, au-delà de ces solidarités, il a créé beaucoup plus d'inégalités. Il a créé beaucoup plus d'inégalités. Il a créé beaucoup plus de hiérarchie. Donc, on nous disait que c'est un monde unique. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un monde qui est très hiérarchique,
qui est élargi. Donc, c'est un monde qui est polycentrique, c'est-à-dire plusieurs centres et multipériphéries, plusieurs périphériques. Donc, il n'y a pas cette harmonie, il n'y a pas cette harmonisation. Donc, le commerce mondial est devenu inégal. Donc, inégalité de l'échange dans le monde. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit donc, l'économie mondiale est dominée par ce qu'on appelle aujourd'hui la triade. C'est la triade aujourd'hui qui domine l'économie mondiale. Donc, quand on parle de la triade, c'est le pôle américain, le pôle asiatique dominé par le Japon et le pôle européen dominé par l'Union européenne. Donc, c'est l'Union européenne, le Japon, les États-Unis. Ce qu'on appelle les pays de la triade. Et l'ensemble de ces pays-là ne font pas 20% de l'humanité. Ils ne font pas. Si on les regroupe, l'ensemble de ces pays ne font pas 20% de l'humanité. Donc, ils font moins de 20% de la population mondiale. Et pourtant, ce sont eux qui produisent 80% de la production mondiale. C'est eux qui le produisent. Ils détiennent les firmes multinationales, ils détiennent le pouvoir de commandement, ils détiennent les grandes armées, donc le pouvoir de décision. Bref, ils dominent l'économie mondiale. Donc, moins de 20% de l'humanité qui gère 80% du commerce mondial. 80% de la production mondiale est faite dans ces pays-là. Donc, ce sont ce qu'on appelle les 3 pôles majeurs de l'économie mondiale. Donc, à côté de cette triade-là, il y a ce qu'on appelle les périphéries. Et qu'est-ce qui caractérise les périphéries? Donc, c'est le poids démographique. Ces périphéries-là font plus de 80% de l'humanité. Ce qu'il faut ici, c'est que les périphéries aussi, c'est leur faible intégration dans le système mondial. Donc, c'est leur niveau d'endettement très élevé. Donc, c'est la faiblesse de leur production. Cette périphérie qui fait plus de 80% de l'humanité ne produit même pas 20% de la production mondiale, moins de 20% de la production mondiale. Donc, leur faiblesse dans l'économie mondiale. Voilà. Eux, ils assurent au centre matière première et main-d'œuvre. Voilà la périphérie, le rôle qu'ils jouent pratiquement toujours dans cette mondialisation. C'est assurer à ce centre dominant-là de la matière première et de la main-d'œuvre. Voilà. Le reste, ce sont eux, cette triade-là qui le gère. Et dans cette périphérie est subdivisée. Il y a ce qu'on appelle les périphéries intégrées et il y a ce qu'on appelle les périphéries marginalisées. Donc il y a encore une subdivision dans ces périphéries. Tous les pays de la périphérie ne sont pas au même niveau de développement. Et dans les périphéries intégrées aussi, il y a encore une subdivision. Oui? Vous disiez quoi? Allez, d'accord. Donc je disais aussi, dans ces périphéries intégrées aussi, il y a une subdivision. Okay. Il y a ce qu'on appelle les périphéries associées et les périphéries exploitées. Donc les périphéries associées, ce sont comme les NPI, les nouveaux pays industrialisés de l'Asie. Donc ce qu'on appelle les tigres d'Asie et les dragons d'Asie. Des pays comme Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, Singapour, Philippines, voilà. Ces pays-là qu'on appelle les NPI, les nouveaux pays industrialisés. Eux, ils sont classés dans les périphéries associées. Le Mexique aussi, on peut les classer dans les périphéries associées. Et ce qui fait la force du Mexique, c'est son voisinage avec les États-Unis. Et surtout, dans le cadre de l'ALENA. Donc il y a aussi le littoral de la Chine, tous les littoraux de la Chine aussi associés. Et aussi un peu le sud de l'Australie. On peut les classer dans les périphéries associées. Et parmi les périphéries exploitées, il y a en majeure partie, ce sont les pays producteurs de pétrole. Ce qu'on appelle les périphéries exploitées. Mais aussi un peu les pays de l'Asie du Sud-Est. Donc une subdivision. Périphéries intégrées. À côté de ces périphéries intégrées, il y a ce qu'on appelle les périphéries marginalisées. Donc, ils n'ont pratiquement aucun rôle à jouer dans ce système mondial. Et la majeure partie de ces périphéries marginalisées se trouvent en Afrique subsaharienne, en Asie centrale ou bien en Amérique centrale. Ce qu'on appelle les pays les moins avancés, les pays les moins avancés.
Donc, on parle de PPTE, pays pauvres et très endettés. Voilà. Nous sommes là. Oui. Non, Pépé. Stade de Bogota. Mais ça, c'est le malheur de nos dirigeants. Avancé pauvre. Ces industries-là, pratiquement, ce sont les Français qui avaient laissé ces industries. Quand ils sont partis, on n'a pas pris en compte ces industries. C'est comme ça. Donc, ce sont les meilleurs de nos dirigeants. Puis, Caractéristiques. le Sénégal, toi-même tu as la réponse. Hein? Mais bien sûr. L'essentiel des filles. Non. Le Sénégal fait partie des pays marginalisés. Le Sénégal fait partie des 25 pays les moins avancés du monde. Donc, on ne peut pas être dans les périphéries marginalisées. Les 25 pays les moins avancés du monde, le Sénégal en fait partie. Exclu. 25. Donc, on est un périphérie marginalisé. Exclu. Peut-être le jour où on commencera à vendre notre pétrole et notre gaz, En bande. peut-être qu'on sera dans les périphéries intégrées. Ok. L'autre méthode aussi de cette mondialisation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une absence de multipolarité monétaire. On se calme un peu. Donc, avec cette mondialisation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Donc, il y a une absence de multipolarité monétaire. Avec la toute puissance du dollar. Sur le marché international, la monnaie de référence, c'est le dollar. Toutes les transactions au niveau international se font avec le dollar. Donc, on lui impose une monnaie. Donc, il n'y a plus de multipolarité monétaire. Ça aussi, c'est un des inconvénients de la mondialisation. Autre inconvénient aussi, c'est qu'il y a une instabilité croissante du système économique. Une instabilité croissante du système économique. Tu sais, quand on ouvre les marchés, l'État se retire, il n'y a plus de contrôle. Et quand il n'y a plus de contrôle, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Chaque fois, le plus fort cherche à écraser ou à faire disparaître le plus faible. C'est avec une concurrence déloyale entre ces entreprises-là. Et cette concurrence-là a amené les spéculations. Donc, tous ces méfaits-là de l'économie. Donc, ce qui a amené beaucoup de crises dans l'économie mondiale. Et malheureusement, aujourd'hui, toutes les crises se mondialisent. Si les États-Unis sont en crise, le monde entier sera en crise. C'est ça aujourd'hui le problème. Les crises ont tendance à s'internationaliser. Comme disait l'autre, quand l'Amérique pousse, le monde s'enrôle. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, les États sont libérés de l'économie, ils ont laissé ça au privé. Il n'y a plus de contrôle. Et les privés, c'est quoi? C'est la concurrence. Chacun cherche un profit, bénéfice. Et quand on cherche des bénéfices, il y a l'aspect de la spéculation. Donc, il y a les crises financières, on n'a plus fini. Et toutes ces crises-là, maintenant, ont tendance à s'internationaliser. Ça aussi, c'est un méthode de la mondialisation. Autre élément aussi, quand on parle de mondialisation aujourd'hui, l'élément principal pratiquement de cette mondialisation, c'est quoi? C'est l'Internet. C'est l'Internet aujourd'hui qui permet tous ces échanges-là. Donc il faut avoir de la connexion, il faut avoir accès à l'Internet. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès à Internet. Donc comment eux, ces pays-là, peuvent-ils participer à la mondialisation? C'est quasiment impossible. Parce que l'élément de base, ils n'ont pas. Il faut se connecter sur le réseau mondial. Et pour se connecter, il faut avoir Internet. Ils n'en ont pas. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle les angles morts de la mondialisation. Et ces pays-là qui n'ont pas d'Internet construisent ce qu'on appelle les angles morts de la mondialisation. Les angles morts de la mondialisation. Donc pratiquement ce sont des espaces qui sont oubliés et qui sont exclus de la mondialisation. Et pourtant on disait que c'est un système solidaire qui va homogène.
et tout. Mais ce qu'on voit, c'est carrément le contraire. L'échange est inégal. On voit une forte inégalité. Donc, l'interdépendance, à la place de l'interdépendance, qu'est-ce qu'on voit? C'est de la dépendance. C'est de la dépendance. Il n'y a pas d'interdépendance. Il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance. Donc, en fait, pour que tout ce qu'on a dit, c'est les mêmes éléments. La mondialisation, donc, on peut le résumer en cinq éléments. Aujourd'hui, ce qu'on dit, tout ce qu'on dit sur la mondialisation, on peut le résumer en 5 éléments. La mondialisation, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une idéologie. Et quelle idéologie? C'est le libéralisme. La mondialisation, ce n'est rien d'autre qu'une idéologie. Quelle idéologie? C'est le libéralisme. Pour véhiculer cette idéologie, ils ont besoin d'un système politique. Et quel système politique? C'est la démocratie. Donc une idéologie, le libéralisme, un système politique, la démocratie. Et pour le véhicule aussi, ils ont besoin d'un outil. Quel outil? C'est le capitalisme. Et quand on parle de mondialisation aussi, c'est vente, achat. Donc une monnaie, le dollar. Et une langue, l'anglais. Voilà comment on peut résumer la mondialisation. Donc une idéologie, le libéralisme, un outil, le capitalisme, un système politique, la démocratie, une monnaie, le dollar, une langue, l'anglais. Et voilà ce qu'on peut imposer en Dieu. Donc ça, ce n'est plus de l'interdépendance. Donc pratiquement c'est une nouvelle forme de colonisation déguisée. L'Occident veut cherche à imposer ses valeurs, sa façon de faire, sa système de consommation au monde entier. C'est ça aujourd'hui le constat fait de la mondialisation. Donc pour conclure, on peut dire que donc, la mondialisation, donc certes, c'est un maillage donc indissoluble de produits, un maillage de produits, de capitaux, de services, donc, et surtout de personnes. Donc, des personnes qui achètent, qui vendent, qui transforment et qui consomment. Mais comme tout système aussi, la mondialisation a sa propre dynamique. Et cette dynamique, elle est sans cesse renouvelée, sans cesse réactualisée en fonction des événements. Mais aussi la mondialisation, ce sont des idées qui circulent. Ce sont des modes de vie, des modes de consommation aussi qui se répandent à travers le monde. Et ces idées-là, et ces modes de consommation qui se répandent ont tendance à faire disparaître donc la diversité culturelle, à faire disparaître la diversité culturelle. On veut imposer une culture, l'occidentalisation du monde. Donc, toute cette crise qu'on a créée, donc cette inégalité-là, donc aujourd'hui, on a besoin de nouveaux équilibres. Et ce qu'aujourd'hui, l'organisation qu'on appelle les altermondialistes, c'est qu'ils cherchent à faire, donc pour faire face à cette mondialisation, au moins qu'on puisse avoir un monde beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Donc voilà donc en résumé là, ce qu'on pouvait dire donc sur ce système monde, avec ces différents concepts, ces théories. Ok. C'est bon pour tout le monde. Donc on va essayer donc d'aborder donc le deuxième chapitre. Oui. Des solutions pour le système a les difficultés économiques qui ne parviennent pas à trouver de l'emploi et à côté qui voient des étrangers qui viennent, qui prennent tous les emplois. Tu as tendance à haïr les étrangers en disant que si nous sommes au chômage, c'est à cause de cet étranger-là. Ce qui amène en général la xénophobie. La mondialisation des risques sanitaires. Effectivement. Aujourd'hui, toutes les crises, que ce soit la crise économique, crise sanitaire, ont tendance à s'internationaliser. Donc ça, c'est aussi, ce sont les risques, ce sont les limites de la mondialisation. Ce sont les limites de la mondialisation. Du fait de ces libres échanges-là. Les acteurs.
Les conséquences, c'est ce que depuis tout à l'heure, ce qu'on essaie de dire, les limites de la mondialisation, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences. Les conséquences, je l'ai dit tout à l'heure. Les limites, tout ce que je disais tout à l'heure là, ce sont les limites de la mondialisation. Limite égale conséquence. Donc, quand on parle de limites, ce sont les inconvénients. Il faut comprendre comme ça qu'on les limites. Ce sont les inconvénients. Donc, les conséquences. Oui. Oui, les BRICS. Oui, c'est une forme de cohabiter avec ces géants-là. Je le dis donc, c'est un combat déloyal. C'est un combat où il n'y a pas d'arbitre. C'est les États qui devaient jouer le rôle d'arbitre pour réguler. Les États sont régulés. Ils ont laissé ça. Maintenant, chacun essaie de s'adapter. Comme on dit, il faut s'adapter ou disparaître. Le plus fort cherche toujours à écraser le plus faible. Et ces pays-là se sentent un peu fragiles par rapport à ces géants-là. Ils ont décidé de se regrouper pour former ce qu'on appelle aussi les BRICS. Donc ils ont leur mot à dire. C'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine et c'est l'Afrique du Sud. Donc ce sont un peu des pays géants économiques. Donc quand ils sont regroupés, donc, ils ont beaucoup plus de force. Ça va leur permettre de faire face à ces États super puissants. Ouais, c'est une sorte de mondialisation aussi. Donc, toute organisation internationale est une sorte de mondialisation. Toute organisation internationale est une sorte de mondialisation. Ok. Donc le deuxième chapitre, c'était ça porte sur le développement. Le développement local. man déggutuñ laa wax. déggutuñ problème waaw. c'est bëri ignorant. Donc, avant d'entrer dans le concept approprié de développement local, donc, ce qui doit nous intéresser en premier lieu, c'est d'abord le développement, avant qu'on nous donne les vitesses de local. Nous nous disons, qu'est-ce que c'est que le développement? Quand on parle de développement, le développement, ça renvoie à quoi? C'est un concept que l'on utilise à longueur de journée. Développement. En réalité, c'est quoi le développement? Oui. C'est sortir de la pauvreté. Quand on sort de la pauvreté, on est développé. Comment on peut définir le développement? Ou comment voyez-vous ce concept de développement? Oui. Par lequel? Amélioration des conditions de vie. Le développement équivaut à améliorer les conditions de vie. Oui. Le pouvoir de satisfaire ses besoins. Quand on est capable de satisfaire ses besoins plutôt, on peut se qualifier de quelqu'un qui est développé. Oui. Accroissement des richesses. Peut-être défini comme développement. Oui. L'expansion de l'ensemble. L'expansion générale de l'économie. Donc, quand on parle de développement là. Ok. Donc, quand on parle de développement donc, j'entends accroissement de richesse. J'entends développement au niveau de vie. Amélioration des conditions de vie. Satisfaction des besoins. Oui.
la croissance économique d'un pays, le développement. Tout ça renvoie à un pays. Et le développement personnel. Vous vous sentez développé? Vous ne vous sentez pas développé? Personnellement. Chacun d'entre vous, est-ce que vous vous sentez développé? Oui. Oui. Ici, il y a une question d'interdépendance et de dépendance. On se calme un peu là-bas. On s'écoute. Processus de transformation visant à améliorer une situation. Donc ici, donc, voilà, donc ce mot-là, il y a une multitude de définitions. Donc, c'est un concept qui est à la fois polysémique, difficile à définir, le développement. Donc aujourd'hui, donc, ce concept-là de développement qu'on utilise pour qualifier l'état d'avancement ou de progrès d'un pays, donc c'est un concept qui est à la fois très ambigu, très complexe et très difficile à définir. Parce que l'économie n'est pas le seul aspect à prendre en compte. Donc, si l'on cherche à définir et à comprendre le développement, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte au-delà de l'économie. Donc plusieurs indicateurs. Il y a plusieurs indicateurs de développement. Plusieurs indicateurs sont pris en compte si l'on se tente d'appréhender ce concept-là et si on tente de définir ce concept-là. Donc, et parmi les indicateurs, donc, il y a ce qu'on appelle la répartition des revenus. Comment les revenus du pays sont répartis entre les populations. Il y a l'enseignement. C'est un indicateur de développement. L'accès à l'enseignement, c'est un indicateur de développement. Le taux d'analphabétisme dans un pays, c'est un indicateur de développement. Le niveau d'endettement du pays, c'est un indicateur de développement. Donc, la place du pays dans l'économie mondiale, ça aussi c'est un indicateur de développement. Le PIB, c'est un indicateur de développement. Le PNB, c'est un indicateur de développement. Et toutes les questions de population. Quand on parle de questions de population, on fait référence à la santé. Donc, l'accès aux services sociaux de base, droits de l'homme, donc situation des femmes dans les pays. Donc, tout ça sont des questions de population. Donc, voilà, plus d'indicateurs. Maintenant, si vous pouvez prendre en compte tous ces indicateurs-là pour définir le développement, c'est pourquoi je dis c'est un concept et difficile à définir. Parce que ce n'est pas simplement l'aspect économique qui compte. Auparavant, on définissait le développement en général en prenant compte que l'aspect économique. Donc, le PIB, le PNB. Pratiquement, c'était les indicateurs que l'on utilisait pour mesurer le niveau de développement des pays. On utilisait le PNB et le PIB. Et le niveau du PIB, et selon le niveau du PIB, on classait les pays. En pays développé, pays sous-développé ou pays moyen développé. Voilà. C'était les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de développement. Mais souvent aussi, dans la littérature, on parle de PNB et de PIB. Est-ce que vous comprenez réellement ce concept-là? Qu'est-ce que c'est que le PNB? Je n'ai pas dit sa définition. Définition du PNB, c'est produit national brut. Définition du PIB, c'est produit intérieur. C'est l'ensemble des richesses produites à l'intérieur d'un pays. Qu'est-ce qui différencie le PIB du PNB? Si nous prenons l'exemple du Sénégal, quand on dit le PIB sénégalais est tant de milliards, ça veut dire quoi? En réalité, c'est quoi le PIB? Oui. C'est la richesse créée à l'intérieur du pays. Donc c'est pourquoi il y a la notion d'intérieur. Donc c'est toute la richesse qui est créée à l'intérieur du Sénégal en une année. C'est ça le PIB du Sénégal. Donc toute la richesse qui est créée à l'intérieur du pays.
que ce soit par des Sénégalais et des non-Sénégalais. L'essentiel que la richesse soit créée ici, au Sénégal. Ça, on l'appelle le PIB sénégalais. Et à la différence maintenant du PNB. Le PNB maintenant. L'ensemble des richesses. Donc, par les nationaux. C'est-à-dire l'ensemble des richesses produites uniquement par des Sénégalais. Que tu vives au Sénégal, que tu vives en Allemagne ou ailleurs, mais ça entre dans le PNB. Donc, PNB, il y a la question de nationalité. Donc, le PNB, c'est l'ensemble des richesses produites en une année par les nationaux d'un pays. Et le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites à l'intérieur d'un pays. C'est ça la différence entre le PNB et le PIB. Et auparavant, j'ai dit donc, on peut tenir en compte que ces deux éléments-là pour qualifier l'état de développement d'un pays, le PNB et le PIB. Et surtout le PIB, c'est-à-dire la richesse qui est produite à l'intérieur du pays, qui permet de déterminer le nouveau développement de ce pays-là. Je vais en venir. Je vais montrer le processus, pourquoi on est arrivé à là. Donc auparavant, c'était uniquement l'aspect économique. Et on avait classé les pays. Surtout avec les PIB, on a dit qu'un pays est développé si ce pays-là a un PIB qui est supérieur ou égal à $20 000 par an et par habitant. Donc, c'est l'ensemble de la richesse. On le divise aux populations. Chaque habitant doit se trouver avec $20 000 par an. Un pays, donc l'ensemble de la richesse produite, on le divise à sa population. Chacun se trouve avec $20 000. Si le pays est la nation de $1, ce pays est qualifié développé. Moyen de cela, on le classe dans les catégories des pays sous-développés. Voilà comment on faisait le classement des pays pour arriver au développement. Mais après, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'il y avait des pays qui avaient des PIB et des PNB super élevés. Et pourtant, la majeure partie de la population vivait dans l'extrême pauvreté. Si vous prenez des pays comme la Chine, pratiquement la majeure partie des pays asiatiques, ils ont des PIB et des PNB, surtout la Chine, des PIB et des PNB très élevés. Mais si vous allez là-bas, la majeure partie de la population vit dans l'extrême pauvreté. Si vous allez en Russie, c'est pareil. Beaucoup de pays vivent comme ça. C'est pourquoi maintenant, le PNUD, c'est-à-dire le programme des Nations Unies pour le développement, en 1990, a mis en place d'autres indices. On appelle les indices scientifiques de développement. Les indices scientifiques de développement. Et parmi ces indices scientifiques de développement, il y a ce qu'on appelle l'IDH et l'IPH. L'IDH, indice de développement humain, IPH, indice de pauvreté humaine. Donc depuis 1990, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a mis en place ces indices. Maintenant, seul l'aspect économique ne va pas prendre le dessus. On va prendre en compte d'autres aspects pour mesurer le développement des pays. Donc c'est le plus seulement l'économie. Donc par exemple, si nous prenons en compte l'indice comme l'IDH, l'IDH prend en compte 3 facteurs. Donc pour mesurer l'IDH d'un pays, en général on prend en compte 3 facteurs. On prend d'abord l'espérance de vie à la naissance. Dans ce pays-là, quelle est l'espérance de vie de la population? L'espérance de vie, on prend aussi en compte le niveau de développement, le niveau d'éducation. Dans ce pays-là, quel est le niveau d'éducation de la population? Donc l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Voilà les 3 éléments que l'on prend en compte pour calculer l'IDH d'un pays. Et si on fait le calcul l'IDH, la valeur tourne entre 0 et 1. Donc la valeur qu'on trouve tourne entre 0 et 1. Donc plus l'IDH est proche de 1, plus le pays est développé. Plus l'IDH est proche de 0, plus le pays est sous-développé. Et ainsi on a fait le classement. Tous les pays qui ont l'IDH supérieur ou égal à 8 sont qualifiés de pays développés. Donc IDH
supérieur égal à 0,8 du moins. Supérieur égal à 0,8, c'est un pays qui est développé. Tout pays qui est en IDH inférieur ou égal à 0,5, c'est un pays sous-développé. Et les pays dont le IDH se trouve entre 0,5 et 0,8 sont des pays intermédiaires. Voilà comment on a fait le classement avec l'IDH. Donc, oui. Quelle est la différence entre un pays développé et un pays riche? Donc, d'abord l'aspect économique. Donc, quand on parle de développement, ce qui prend le dessous, c'est toujours l'économie. C'est l'aspect économique. Donc, un pays développé, économiquement, il est plus fort qu'un pays sous-développé. Et je l'ai dit, ces indices-là, dont prennent en compte l'IDH, l'espérance de vie. Dans les pays développés, l'espérance de vie est longue. Dans les pays sous-développés, l'espérance de vie est faible. Le niveau d'éducation. Donc, dans les pays développés, le niveau d'éducation est élevé, ce qui est contraire dans les pays sous-développés. Le niveau de vie n'est pas le même. Donc, voilà donc ce qui différencie un peu les pays sous-développés et les pays développés. Ok. Donc, à côté de l'IDH aussi, on a mis en place un autre indice qu'on appelle l'IPH. L'IPH qui veut dire indice de pauvreté humaine. Donc, c'est pour mesurer le niveau de pauvreté d'un pays. L'indice de pauvreté humaine. Et là aussi, on prend 3 éléments pour mesurer le niveau de l'IPH. Premier élément, c'est le pourcentage de personnes qui décèdent avant 40 ans. Si c'est un pays sous-développé, on prend le pourcentage des personnes qui décèdent avant 40 ans. Si c'est dans les pays sous-développés, c'est le pourcentage des personnes qui décèdent avant 60 ans. Donc il y a une différence entre pays développés et pays sous-développés. Donc si les pays sous-développés, on prend le pourcentage des personnes qui décèdent avant 40 ans. Si c'est un pays développé, on prend le pourcentage des personnes qui décèdent avant 60 ans. Donc le pourcentage là. L'autre élément qui nous permet de calculer la pauvreté du pays, c'est le taux d'analphabète. Le pourcentage d'analphabète. Quand on dit analphabète, c'est une personne qui ne sait ni lire ni écrire dans aucune langue. Ce n'est pas simplement le français. Ce n'est pas parce que je ne sais pas lire ou écrire en français que je suis analphabète. Voilà. Celui qui parle, écrit, couramment le Diola ou bien le Wolof, il n'est pas analphabète. Parce qu'il sait lire et il sait écrire une langue. Analphabète, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire aucune langue. C'est ça qu'on appelle analphabète. Donc, le pourcentage d'analphabète, si on donne 7. Et en fait, le pourcentage de personnes n'ayant pas accès aux services sociaux de base. Voilà les 3 éléments pour mesurer la pauvreté d'un pays. Donc, pourcentage. Pourcentage de personnes qui décèdent avant 40 ans ou 60 ans selon les pays. Pourcentage d'analphabètes et pourcentage de personnes qui n'ont pas accès de base. Quand on dit services sociaux de base, c'est-à-dire dans le village, est-ce qu'il y a un poste sanitaire? Si je suis malade, je peux aller me soigner. Est-ce qu'il y a accès à l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Donc, c'est ça, c'est les malades qu'on appelle les services sociaux de base. Donc, ils sont indispensables d'une personne. Voilà. Donc, on prend ces 3 éléments-là pour mesurer aussi le niveau de pauvreté, qu'on appelle l'IPH. Et ainsi, maintenant, un pays, avec ces 3 éléments, un pays est qualifié de pauvre si la majeure partie de sa population vit avec un revenu de inférieur ou égal à $2 par jour. Si tu vis avec moins de $2 par jour, tu es qualifié de pauvre. Donc $2 par jour, $2 gravé autour de 500 francs, ça fait 1000 francs. Donc si vous ne dépensez pas 1000 francs par jour, vous êtes pauvre. Okay. Voilà donc comment on l'a fait. Le pauvre yo, le pauvre. Pas dama ngi ñëw ak ndéki bi. La plupart des étudiants sont pauvres. C'est difficile à croire. Hein? C'est difficile à croire. Mais les étudiants se battent avec des iPhone 13, avec des iPhone 15.
Donc, est-ce qu'ils sont pour? Nous, les professeurs, on n'a pas d'iPhone. Et les étudiants se passent avec des iPhone 16. Donc, les étudiants sont riches. Donc, voilà donc ces indicateurs qu'on a mis en place. Ok. Donc, en faisant ce constat, que l'aspect économique ne doit pas prendre le dessus sur les autres aspects. Donc, l'ONU a mis en place ces indicateurs. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, pour mesurer le nouveau développement d'un pays, on prend en compte tous ces indicateurs. Aussi bien le PIB, le PNB, l'IDH, l'IPH, sa place dans l'économie mondiale, les questions sociétales. Donc, tout ça, on le prend en compte pour qualifier un pays. Donc, ainsi donc, si nous prenons en compte tous ces éléments-là, donc on peut devenir donc le développement comme le processus par lequel toute société cherche à satisfaire à ses populations ses besoins vitaux. Donc, toute société cherche à assurer aux populations donc, la satisfaction de ses besoins vitaux, comme la longévité, comme l'épanouissement intellectuel et moral. Donc, pour les fixer à un niveau de vie convenable. Quand on parle d'un niveau de vie convenable, c'est-à-dire un confort matériel, mais aussi un confort moral. Donc, le confort matériel et moral. Donc, il faut prendre en compte ces deux aspects-là. Donc, c'est pourquoi au niveau de développement est considéré comme un accroissement des richesses, mais un accroissement des richesses qui est associé à l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, certes, il y a l'accroissement des richesses, mais il faut l'amélioration des conditions de vie de la population. Et ce mot de développement donc, apparaît dans le vocabulaire économique, donc, il apparaît dans le vocabulaire économique pour exprimer donc, les profondes transformations qui sont nées de la révolution industrielle. Donc, c'est à partir de la révolution industrielle qu'on a commencé à parler de ce concept de développement. Donc, c'est à la fois un processus, mais aussi c'est un état. Quand on dit état, c'est-à-dire une situation. Donc, le développement est à la fois un processus, mais aussi à la fois un état, une situation. Et si nous prenons en compte le développement comme un état, donc, ça veut dire que donc là, on cherche à faire des comparaisons entre pays pour permettre de qualifier pays développés, pays sous-développés, pays en voie de développement, pays moyen avancé. Donc là, le développement, on le comprend comme un état, c'est-à-dire comme une situation. Ce qui nous permet de faire des comparaisons entre le niveau de développement des pays. Donc voilà donc ce qu'on appelle le développement. Mais pourquoi aujourd'hui donc on est parti du concept de développement à concept de développement local? On est parti de ce développement de manière générale et aujourd'hui on arrive au concept de développement. Chapitre 2, développement local. Chapitre 2, développement local. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc? Là aussi on s'est rendu compte donc, que ce développement traditionnel-là n'a pas réponse à toutes les problématiques. N'a pas réponse à toutes les problématiques. C'est ainsi donc une volonté politique s'est manifestée ces dernières années-là pour vulgariser ce nouveau concept qu'on appelle le concept de développement local. Donc, comment on le vulgarise? Donc par la mise en place de certaines infrastructures dans les régions. Pour la mise en place de certaines infrastructures dans les régions. Et aujourd'hui, le concept de développement local, c'est un concept qui aujourd'hui est bien documenté et bien connu par tout le monde. C'est un concept qui est bien documenté et bien connu à travers le monde entier. Et maintenant, ces actions impliquent l'amélioration du niveau de vie, du cadre de vie et du milieu de vie des populations vivant dans une commune locale bien déterminée. Voilà ce que vise le développement local. Et ce concept aujourd'hui est utilisé par les géographes depuis 1900
depuis 1960 que les géographes ont commencé à utiliser le concept de développement local. Et en général, les travaux portent sur le couple développement sous-développement. C'est le couple développement sous-développement. Et ainsi de ce couple, maintenant, il y a eu deux théories qui naissent, ou bien deux visions qui naissent. La première vision, c'est-à-dire la vision qui cherche à expliquer le développement. Et la deuxième vision, c'est la vision qui cherche à expliquer le concept de sous-développement. Okay. Ceux qui cherchent maintenant à théoriser le concept de développement, donc ce premier courant, donc, ils disent que donc, le développement, c'est un processus. Donc, tantôt je disais que le développement est un processus. Donc, eux, ils voient le développement comme un processus, comme l'existence d'étapes. Il y a plusieurs étapes donc, dans la mise en place, bien dans la progression économique d'un pays et l'amélioration des conditions de vie d'un pays. Donc, c'est un processus. Donc, ce sont des étapes à réaliser jusqu'à arriver à un niveau tel que il y a accroissement de la richesse, il y a amélioration des conditions de vie et d'existence des pays. Maintenant, ceux qui théorisent maintenant le sous-développement, eux, ils voient que le sous-développement, ils conçoivent le sous-développement comme le produit d'un système d'exploitation d'un centre par une périphérie, d'une périphérie par un centre. Et un géographe comme Samir Amin a théorisé cela. Il dit que le sous-développement, ce n'est rien d'autre que le produit d'exploitation d'une périphérie par un centre. S'il y a un pays sous-développé, c'est parce qu'il y a un centre qui domine, qui exploite ces périphéries-là. Et c'est dans ce sens-là aussi que d'autres géographes ont continué la réflexion, tels que Yves Lacoste. Yves Lacoste aussi dit la même chose. Il dit que le développement, ce n'est rien d'autre que le produit de la colonisation et de l'impérialisme, mais aussi de l'échange inégal. Voilà d'où est né le sous-développement. Le sous-développement, c'est le produit de l'impérialisme et de la colonisation, mais aussi de l'échange inégal. Et en réalité, si on y voit le plus clair, on sent que réellement le sous-développement vient de là-bas. Les pays européens ont d'abord colonisé. Avant la colonisation, il y avait la traite négrière. Vous venez vous débarquer en disant qu'on vous apporte la culture, la civilisation, la religion. Vous payez les hommes les plus valeureux, les hommes les plus robustes, vous les amenez. Les matières premières, vous payez, vous amenez en Europe, vous construisez. On pense que la traite négrière est terminée, on pense qu'on va laisser les pays africains vivre dans la paix, la colonisation est arrivée. Ok? On colonise encore, on continue à piller. Fini la colonisation, on pense qu'on va laisser, on nous appelle un nouveau système, on dit système monde. Maintenant, ouvrez les frontières. Voilà. Quand est-ce qu'ils vont nous laisser en paix? Comme maintenant, imposer l'impérialisme, maintenant, on dit, voilà, faisons table là, discussion entre amis, maintenant, ce qu'on va faire, ouvrons les frontières. Nouvelle colonisation. Essayons de faire libre-échange. Dès le départ, ça a été inégal. Dès le départ, l'échange est inégal dès le départ. Un grossiste ne peut pas concurrencer avec un marchand ambulant. C'est impossible. Tout est bâti. Il y a une fortune, une entreprise bien développée, et tu dis maintenant, tu veux concurrencer avec un marchand ambulant. Et tu dis, on va le faire de manière loyale. Dès le départ, il y a faux pas. Le néo-marxisme. Oui, mais c'est dans ce sens qu'Ami développé cette théorie. Parce que les marxistes, eux, leur théorie, c'était ça. Hein? Donc, tout appartenait à l'État. Rien à personne. Tout pour l'État, rien pour personne. Donc, c'est l'État qui organise, c'est l'État qui gère. C'est l'État qui distribue les richesses de manière équitable. C'était ça la théorie des marxistes. Là, les capitalistes, ils ont dit non. L'État sort du jeu. L'État n'a rien à faire dans ce jeu-là. On laisse tout au privé. Développement local, mais beaucoup de systèmes.
Bien sûr, c'est toujours possible. Il faut de la volonté, il faut simplement de la volonté. Et c'est cette volonté maintenant qui manque peut-être. Mais c'est toujours possible. Créer un pôle. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le concept du tiers-monde, c'est ce qui avait amené ce qu'on appelle le tiers-monde. C'est ce qui avait amené le concept de tiers-monde. Et surtout aussi avec les pays non alignés. Une troisième voie était possible. Parce qu'on nous imposait en ce moment deux voies. Soit tu es de l'ouest, soit tu es de l'est. Eux, ils ont dit non, on est ni de l'ouest, on est ni de l'est. Il y a une troisième voie qui est possible. On va emprunter notre troisième voie. Et jusqu'à présent aussi, c'est possible. On peut créer un pôle. On peut créer un pôle, on peut l'élargir. Il y a aussi ce qu'on appelle le G20. Donc ça aussi, c'est un pôle aussi qui regroupe les États en développement pour faire face aussi au G7. Donc tout est possible. Donc il suffit qu'il y ait de la volonté. Voilà. Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là jusqu'à la prochaine fois. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.